Ma fille m'a demandé de garder son petit garçon, juste 1 heure. C'était il y a 3 jours. Depuis, plus personne ne répond, ni au téléphone, ni à la porte, ni au fond de mon cœur qui sait déjà, sans vouloir le dire, que quelque chose s'est brisé. J'ai 68 ans, je suis veuve, et pendant 2 ans, j'ai donné à ma fille tout ce que j'avais, 700 € chaque mois, gagné une aiguille à la main, parce qu'elle était veuve elle aussi, parce que mon petit-fils n'avait plus de père, et puis une voisine m'a arrêté dans l'escalier et m'a murmuré « N'appelez pas encore la police, allez voir les caméras d'abord ». C'est à ce moment-là que tout ce que je croyais savoir s'est effondré. Je suis profondément reconnaissante que tu sois là, avec moi, ce soir. Avant que cette histoire ne commence vraiment, laisse-moi te poser une question. D'où me regardes-tu en ce moment? Laisse un commentaire et dis-moi ta ville, ton pays. J'aime savoir jusqu'où ces histoires voyagent. Une note importante avant de continuer. Certains éléments de ce récit ont été romancés pour donner de la clarté et de la force au récit. Toute ressemblance avec des personnes ou des faits réels serait une coïncidence. Mais la leçon que tu vas entendre, elle, est tout ce qu'il y a de plus réel. Maintenant, commençons. Il était 10 heures du matin, un mardi de novembre, quand ma fille a frappé à ma porte. Je m'en souviens parce que j'étais en train de recoudre l'ourlet d'un manteau pour Madame Lemoine, du numéro 14, et que mes doigts me faisaient mal. À mon âge, les doigts d'une couturière finissent par garder le froid à l'intérieur, comme si l'aiguille y laissait quelque chose à chaque point. Je gagnais 15 € pour ce manteau. Pas grand-chose. Mais quand on vit avec une petite pension et quelques travaux de couture pris à droite et à gauche, 15 €, c'est du pain. C'est une part du chauffage. C'est une bougie de plus contre l'obscurité. J'habite à Roubaix, dans une de ces vieilles maisons en briques rouges, étroites, serrées les unes contre les autres, comme de vieux soldats qui se tiennent debout en s'appuyant l'épaule contre l'épaule. La mienne, c'est le numéro Nine de la rue des Longues Haies. Camille, ma fille, vivait à 2 rues de là, au 3e étage d'un immeuble de la rue de l'Épeule. Assez près pour y aller à pied. Trop loin pourtant, pour qu'on se sente encore vraiment une famille. Quand j'ai ouvert ce mardi-là, elle était sur le palier, mon petit Lucas dans les bras. Il avait 2 ans et demi, les joues rondes, les yeux de mon Robert. Mon mari parti il y a 3 ans. Camille était pâle, plus pâle que d'habitude. Ses cheveux, qu'elle gardait toujours impeccables, étaient noués à la va-vite. Et elle avait, sur l'épaule, un grand sac, bien trop grand pour 1 heure. « Maman, je peux te le laisser? Juste 1 heure. J'ai un rendez-vous. Je n'ai trouvé personne. » J'ai souri. Comment ne pas sourire devant Lucas qui me tendait déjà ses petites mains? « Bien sûr, ma chérie. Prends ton temps. » Elle a posé le sac à l'entrée. Trop lourd encore? Je me souviens d'avoir pensé « Pourquoi tant d'affaires pour 1 heure ?» Mais on ne soupçonne pas sa propre fille. On ne soupçonne pas la chair de sa chair. Alors je n'ai rien dit. Elle a embrassé Lucas. 1 fois. Puis encore. Puis une 3e fois, en fermant les yeux, en respirant l'odeur de ses cheveux, comme on respire quelque chose qu'on veut garder pour longtemps. Sur le coup, je me suis dit « Quelle bonne mère !» Plus tard, j'ai compris que ce n'était pas un baiser de « à tout de suite ». C'était un baiser d'adieu. « Sois sage avec mamie », lui a-t-elle dit tout bas. Puis elle s'est tournée vers moi et ses yeux ont fait quelque chose d'étrange. Ils ont glissé vers l'escalier, vers la rue, vers ailleurs. Comme si elle calculait. « Merci, maman. Je reviens vite. Tu veux un café avant de partir? »« Non, non, je dois y aller. » Et elle est partie. Vite, trop vite. J'ai écouté ses pas dévaler les marches, plus rapides que d'habitude, et la porte de la rue claquer en bas. Je suis resté un instant sur le palier, Lucas sur la hanche, à regarder la cage d'escalier vide. Une petite voix, tout au fond de moi, a murmuré quelque chose que je n'ai pas voulu entendre. Je suis rentré. J'ai donné à Lucas un quignon de pain et un peu de compote. Je l'ai installé par terre avec ses petites voitures. Et j'ai repris mon ourlet, l'aiguille entrant et sortant du tissu, en jetant un œil à l'horloge de la cuisine, celle que Robert avait accrochée lui-même au-dessus de l'évier. 11 heures. 1 heure de passé. J'ai pensé, elle va arriver. Midi.
J'ai donné à manger à Lucas, des coquillettes au beurre qu'il adore. Il a tapé sa cuillère sur la table en riant. « Maman, bientôt ?» a-t-il demandé. « Bientôt, mon trésor. Bientôt. 1 heure de l'après-midi. J'ai appelé Camille. Ça a sonné. 4 fois. 5. Puis la messagerie. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Camille. Laissez-moi un message. » Sa voix, enregistrée, claire, normale. J'ai raccroché et rappelé. Messagerie encore. 2 heures. 3. 4. J'ai recommencé. À chaque fois, mon pouce tremblait un peu plus sur l'écran. À la 10e tentative, ça ne sonnait même plus. Ça basculait tout de suite, comme un téléphone éteint ou jeté. Dehors, le jour tombait déjà, ce jour court de novembre qui s'éteint à 5 heures dans le nord. Et les réverbères de la rue de l'Épeule se sont allumés un par un, jaunes et tristes, jetant de longues ombres sur les façades de briques. Lucas s'est frotté les yeux. Il a réclamé sa mère. Puis, il s'est endormi sur mon canapé, le pouce dans la bouche. Et je suis restée assise à côté de lui dans le noir, sans allumer, le téléphone serré dans la main, à écouter le silence. 1 heure. Elle avait dit 1 heure. Il en était maintenant 8. Cette première nuit, je ne l'oublierai jamais. J'ai porté Lucas dans la petite chambre du fond, celle qui avait été celle de Camille quand elle était enfant, et qui ne servait plus à rien depuis des années. J'avais gardé un lit, par habitude, par espérance peut-être. Je l'ai couché tout habillé, avec son doudou, ce lapin gris tout usé qu'il traînait partout. Je l'ai bordé et je suis resté à le regarder respirer dans la pénombre. Puis je suis retourné dans le salon et j'ai fait ce qu'une mère ne devrait jamais avoir à faire. J'ai composé le numéro des hôpitaux. 3 hôpitaux, l'un après l'autre. « Bonjour, je cherche ma fille, Camille Vasseur, 34 ans. Est-ce qu'elle a été admise aujourd'hui ?» À chaque fois, une voix fatiguée vérifiait, puis « Non, madame, personne de ce nom. » J'ai même appelé la gendarmerie. On m'a dit qu'on ne pouvait pas signaler une disparition avant un certain délai pour une adulte, qu'il fallait souvent 48 heures, que les gens partaient, parfois, qu'il ne fallait pas s'inquiéter trop vite. La voix était polie. Elle ne savait pas. Comment aurait-elle pu savoir? J'ai raccroché et j'ai regardé la photo de Robert sur le buffet. Il avait 59 ans sur ce cliché. Il riait, ses cheveux gris pris dans la lumière d'un dimanche. Mon Robert, menuisier toute sa vie. Des mains larges comme des pelles et un cœur 2 fois plus grand. Nous n'avions eu qu'une fille, Camille, et quand elle nous a ramené Julien, Robert l'a aimé tout de suite comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Il lui apprenait à poser une charnière, à tracer une coupe. Ils riaient ensemble dans l'atelier le dimanche. Quand on nous a dit que Julien était mort là-bas, en Espagne, Robert s'est éteint d'un coup, comme une bougie. Il ne dormait plus, ne mangeait plus. 3 mois après l'enterrement, un matin, son cœur a lâché. Une crise cardiaque dans la cuisine, devant son café. Le médecin a parlé de stress, de chagrin. Moi, je sais ce qui l'a tué. Il est mort de croire son fils parti. « J'essaie, Robert », ai-je murmuré à la photo. « J'essaie. » La photo n'a rien répondu. Elle ne répond jamais. Pour comprendre la suite, il faut que je remonte un peu, que je te raconte comment nous en étions arrivés là, mon petit-fils et moi, seuls dans une maison froide, un soir de novembre. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, un homme est venu sonner à la porte de Camille. Un certain monsieur Delattre. Costume gris, mal coupé, mallette usée, visage grave. Il disait représenter une société et l'assurance. Julien, le mari de Camille, le père de Lucas, avait eu un accident. Une route de montagne, en Espagne, où il était parti travailler quelques semaines sur un chantier. Une voiture sortit de la route, un ravin, un incendie. Le corps a été très abîmé, madame. On a procédé à la crémation sur place, conformément aux règles. Je vous présente toutes mes condoléances. Il avait tendu une enveloppe, un certificat de décès, des papiers de la société, des formulaires d'assurance. Et plus tard, une urne de métal brossé, avec des fleurs gravées sur le pourtour. Lucas avait 6 mois. Camille s'est effondrée. Moi aussi, je dois le dire. Julien n'était pas mon fils, mais je l'aimais comme tel. Un garçon des chantiers.
costaud, généreux, qui boitait un peu depuis un accident de voiture qu'il avait eu à 28 ans, une jambe et une hanche brisées, l'épaule gauche toujours un peu plus basse que la droite quand il marchait. Je le revois encore traverser mon salon, avec cette démarche un peu de travers, Lucas perché sur ses épaules, riant aux éclats. Et maintenant, il n'était plus là, réduit à des cendres dans une boîte de métal. Les mois qui ont suivi, Camille a sombré. Elle ne mangeait plus. Et elle ne dormait plus. Elle restait des heures assise devant cette urne qu'elle avait posée sur une étagère de son salon, à côté d'une photo de Julien le jour de leur mariage. Elle lui parlait, paraît-il. Elle lui racontait sa journée, les progrès de Lucas, ses premières dents, ses premiers pas. Une jeune veuve de 32 ans, un bébé sur les bras, et un trou noir à la place du cœur. Alors j'ai fait ce qu'une mère fait. 3 mois après l'enterrement, Camille est venue me voir. Lucas accroché à sa main. Elle s'est assise à ma table de cuisine et elle a posé des papiers devant moi. Des relevés, des avis d'échéance. Maman, on a des dettes. Julien avait emprunté pour monter sa boîte, avant. Beaucoup. Et maintenant qu'il n'est plus là, les gens appellent, ils menacent. Je n'y arrive pas, maman. Avec le petit, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je pouvais dire? Laisser ma fille et mon petit-fils se faire harceler? Les laisser à la rue? J'ai pris ce que j'avais. Robert avait laissé un peu d'économie et une petite assurance vie. Pas grand-chose. Mais pour moi, c'était tout. J'ai dit oui. 700 € par mois. Je lui ai promis de tenir aussi longtemps qu'il le faudrait. Et en plus, j'ai repris la couture, des ourlets, des reprises, des fermetures éclairs, pour les voisins, pour les gens du quartier, afin de remplir les trous. 700 € par mois, pendant 2 ans. 24 versements. Près de 17 000 €, sans compter les anniversaires de Lucas, les cadeaux de Noël, les chaussures qu'il use si vite à cet âge, les boîtes de lait, les médicaments quand il toussait l'hiver. J'avais 66 ans quand j'ai commencé. J'en aurais bientôt 70. Mes mains me faisaient mal. Mon dos me suppliait d'arrêter. Mais j'avais fait une promesse à Robert, et une autre à moi-même. Ce petit ne manquerait de rien. Voilà pourquoi mon argent comptait tant. Voilà pourquoi je grimpais ces escaliers chaque mois. Et voilà pourquoi, ce soir-là, assise dans le noir avec Lucas endormi dans la chambre du fond, je ne comprenais pas. Camille n'avait jamais disparu. Jamais. Elle savait combien je dépendais d'elle pour voir le petit. Elle savait que j'étais là, toujours là. Alors où était-elle? J'ai à peine dormi. Au matin, dès que Lucas a été réveillé, lavé, nourri, je l'ai emmitouflé dans son manteau et nous sommes sortis. Le froid mordait. Le ciel du nord était bas, gris, lourd comme un couvercle. Nous avons remonté la rue de l'Épeule jusqu'à l'immeuble de Camille. J'ai sonné. Pas de réponse. J'ai sonné chez la voisine du dessous, Madame Da Silva, une ancienne institutrice à la retraite, mais personne non plus. Une autre voisine, en sortant, m'a tenu la porte de l'immeuble, par habitude. Je suis monté. 3e étage. La porte de Camille. J'ai frappé. 3 coups secs, comme toujours. Le silence. J'ai frappé encore. Puis, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai sorti ma clé. Camille m'en avait donné un double, des années plus tôt, en cas de besoin, et je ne m'en étais jamais servi. Elle était au fond de mon sac, sous les bobines de fil. Ma main tremblait en l'enfonçant dans la serrure. La porte s'est ouverte. Et là, j'ai su. L'appartement n'était pas vide. C'était pire que vide. C'était à moitié vidé. Des tiroirs de la commode béaient, à demi tirés, retournés à la hâte. Les cintres dans l'armoire pendaient, nus pour la plupart. Dans la salle de bain, la trousse de toilette de Camille avait disparu. Mais sa brosse à dents traînait encore au bord du lavabo, comme oubliée. Sur la table de la cuisine, une tasse de café, à moitié bu, froide depuis longtemps, un cerne brun séché sur la porcelaine. Mais ce sont les affaires de Lucas qui m'ont serré la gorge. Ses jouets étaient là, presque tous. Ses petits vêtements dans la commode, ses livres d'images, son lit. Tout était là, comme si on avait fait les valises pour partir loin, longtemps, et qu'on avait tout pris, sauf l'enfant. Je suis ressorti de cet appartement les jambes flageolantes. Sur le palier, je me suis appuyé au mur de briques, le souffle court. Lucas, dans mes bras, jouait avec le col de mon manteau, inconscient de tout.
Il a levé les yeux vers moi. « On rentre, mamie ?» « Oui, mon trésor, on rentre. » C'est en descendant l'escalier, au 2e étage, que la porte de Madame Da Silva s'est entr'ouverte. Une petite femme aux cheveux blancs, le gilet boutonné jusqu'au cou, les lunettes au bout du nez. Elle avait enseigné le cours élémentaire pendant 30 ans dans une école du quartier. Elle avait gardé cette voix d'institutrice, posée, qui se faisait obéir. Mais ce jour-là, sa voix tremblait un peu. « Madame Mercier, il faut que je vous parle. » Je me suis arrêté. « Bonjour, Madame Da Silva. Vous n'auriez pas vu Camille, par hasard ?» Elle a regardé à droite, à gauche, dans la cage d'escalier vide, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Puis, elle a baissé la voix. « Entrez un instant, pas dans le couloir. » Son appartement sentait la cire et le café. Elle m'a fait asseoir, a pris Lucas sur ses genoux, lui a donné un biscuit. Et elle m'a regardé droit dans les yeux. « Madame Mercier, je ne veux pas vous faire peur. Mais avant que vous n'alliez voir la police, il faut que vous sachiez certaines choses. » Mon cœur s'est serré. « Quelle chose ? Votre fille n'a pas disparu comme ça. » Elle a hésité. « Il y a 3 jours, le matin, je l'ai vue, de ma fenêtre. Elle chargeait des valises dans une voiture, en bas. 2 grosses valises, neuves, et elle n'était pas seule. » J'ai retenu mon souffle. « Pas seule ? Un homme l'aidait. Il portait les valises. Il avait une casquette, je n'ai pas bien vu son visage. Mais il riait. » Elle a fait une pause, comme à regret. « Il riait, Madame Mercier. Ce n'était pas une femme qui part en catastrophe pour une urgence. C'était quelqu'un qui s'en va. Vous comprenez ? » J'ai senti le sol bouger sous moi. « Vous avez dû vous tromper. C'était peut-être un déménageur, un ami. Peut-être. » Sa voix était douce, mais ferme. « Mais ce n'est pas tout. » Elle s'est levée, a fouillé dans un tiroir, en a sorti une enveloppe. Il y a 1 mois, à peu près, le syndic a fait installer une caméra de surveillance dans l'entrée de l'immeuble, à cause des vols de vélos et des boîtes aux lettres forcées. Vous vous souvenez ? Je me souvenais. J'avais même vu l'ouvrier la fixer au-dessus de la porte. Les enregistrements sont gardés plusieurs semaines, paraît-il, sur un disque. Elle m'a regardé. « Vous devriez les demander, Madame Mercier, avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'il y a autre chose que je dois vous dire. Et ça me hante depuis 3 jours. » Elle a serré ses mains l'une contre l'autre. L'homme qui chargeait les valises, l'autre matin, je ne le connaissais pas. Grand, costaud, des épaules larges, une casquette. Il marchait droit, d'un pas sûr. Un bel homme, je dirais, mais ce n'est pas lui qui me hante. J'ai froncé les sourcils. « Comment ça ? C'est l'autre. » Elle a baissé encore la voix. « Depuis des semaines, il vient un autre homme. La nuit, tard, 1 heure, 2 heures du matin. Je l'ai vu plusieurs fois, de ma fenêtre, parce que je dors mal. Et celui-là, Madame Mercier, il boite. La jambe gauche ne suit pas bien, et l'épaule gauche tombe quand il marche, comme s'il ménageait ce côté. Le palier, l'escalier, le monde entier s'est mis à tanguer. J'ai dû me tenir au dossier de la chaise. « Beaucoup de gens boitent, ai-je dit, mais ma voix est sortie rauque, méconnaissable. Non. » Madame Da Silva m'a fixé, et il y avait dans ses yeux une pitié terrible. « Madame Mercier, j'habite ici depuis 15 ans. J'ai vu votre gendre Julien entrer et sortir de cet immeuble des centaines de fois avant son accident. Cette démarche-là, cette façon de pencher d'un côté, cette épaule qui tombe, je la reconnaîtrai entre 1000. Et cet homme de la nuit, c'est elle. C'est sa démarche à lui. Julien est mort, ai-je soufflé. Il y a 2 ans, nous avons un certificat de décès, une urne. Vous l'avez vu, vous ? A-t-elle demandé doucement. Le corps ? Quelqu'un l'a vu ? La question m'a frappé en plein cœur. Non, personne ne l'avait vu. Monsieur Delattre avait apporté des papiers, des cendres, des condoléances. Et nous avions tout accepté. Parce qu'on a chacun nos morts et qu'on ne se demande pas qui irait jusqu'à mettre en scène son propre décès. C'est une folie. C'est inconcevable. C'est impossible, ai-je murmuré. Mais le doute, comme une eau froide, s'infiltrait déjà partout. L'homme de la nuit ne sonne jamais, a continué Madame Da Silva. Il a une clé. Il la sort de sa poche, il ouvre la porte de l'immeuble comme s'il était chez lui.
Et il connaît l'emplacement de la caméra parce qu'il baisse la tête en passant dessous. Elle a serré les lèvres. On ne baisse pas la tête sous une caméra quand on n'a rien à cacher. Alors je me suis demandé, qui vient voir une jeune veuve toutes les nuits avec sa propre clé en se cachant? Et puis l'autre matin, je l'ai vue partir en riant avec un troisième homme. Et là, j'ai compris que cette histoire ne tenait pas debout. J'ai regardé cette femme qui avait appris à lire à des centaines d'enfants, qui avait enterré son propre mari une dizaine d'années plus tôt et qui n'avait aucune raison au monde de me mentir. Pourquoi me dire tout ça à moi? Pourquoi pas à la police directement? Parce que la police mettra des semaines à bouger, et que dans ces histoires-là, les semaines, ça suffit pour que les gens et l'argent s'évaporent. Elle a posé sa main sèche sur la mienne. Vous avez un petit-fils à protéger. Et moi, j'ai connu votre Robert. C'était un homme bon. Il ne mérite pas que sa mémoire serve de paravent à un mensonge. Vous avez quelqu'un, un ami, quelqu'un qui s'y connaît? Un nom m'est venu tout de suite. Bernard. Bernard Caron. Le vieil ami de Robert, ancien gendarme, à la retraite depuis des années. Il venait encore prendre le café à la maison une fois par mois, par fidélité. Si quelqu'un pouvait obtenir ces images sans déclencher une tempête, c'était lui. Oui, ai-je dit. Je crois que oui. Alors promettez-moi de regarder ces enregistrements. Promettez-le-moi. Sa voix s'est cassée. Pour la mémoire de votre mari, il mérite mieux que ça. J'ai regardé Lucas, qui grignotait son biscuit, des miettes plein le menton, ignorant que son petit monde était sur le point de s'effondrer. Je vous le promets, ai-je dit. Madame Da Silva a hoché la tête, et elle nous a accompagnés à la porte. En descendant, mes mains tremblaient si fort que j'ai dû agripper la rampe. Une question tournait dans ma tête, une question que je ne voulais pas affronter, mais qui ne me lâchait plus. Et si elle avait raison? Et si Julien, l'homme que nous avions pleuré, pour qui ma fille avait porté le deuil 2 ans durant, était vivant? Vivant, à 2 rues d'ici, entrant dans cet immeuble avec sa propre clé, pendant que je donnais 700 € chaque mois pour sa veuve et son orphelin? Non, c'était une folie. Mais cette démarche, cette épaule qui tombe, je la connaissais aussi. Je l'avais vue traverser mon salon des dizaines de fois. Et je la reconnaîtrais, moi aussi, entre mille. J'ai appelé Bernard le soir même, dès que Lucas a été couché. Bernard Caron avait connu Robert au régiment, dans leur jeunesse, puis ils ne s'étaient plus quittés. Pendant que Robert apprenait la menuiserie, Bernard était entré dans la gendarmerie et il y avait fait toute sa carrière jusqu'au grade d'adjudant-chef, avant de prendre sa retraite il y a 6 ans. Veuf, lui aussi. Sa femme, Yvette, était partie avant Robert. Nous étions 2 vieux solitaires qui se tenaient une compagnie autour d'un café. Hélène, sa voix était enrouée de sommeil. « Il est tard. Tout va bien ?»« Non, Bernard. Rien ne va. J'ai besoin de toi. » En 20 minutes, je lui ai tout raconté. Camille, qui me laisse Lucas, pour 1 heure, et qui disparaît depuis 3 jours. L'appartement à moitié vidé. Madame Da Silva, les valises, l'homme qui boite, la clé, la caméra. Et cette idée folle, impossible. Julien, peut-être vivant. Bernard n'a pas dit que j'étais folle. Il n'a pas dit « tu te fais des idées ». Il m'a écouté jusqu'au bout, en silence. C'est ça, 40 ans d'amitié. La confiance, sans question. Hélène. Sa voix s'était réveillée, nette, professionnelle. Tu as bien fait de m'appeler avant la gendarmerie. Si c'est ce que je crois, alors on a peu de temps et il faut faire les choses dans l'ordre. Tu me crois, alors? Je crois Madame Da Silva. Une institutrice à la retraite qui reconnaît une démarche, ça vaut souvent mieux qu'un témoin de 20 ans. Et je crois surtout ce que tu m'as décrit dans cet appartement. On ne fait pas les valises pour 1 heure. Il a soupiré. Demain matin, je passe chez toi. J'ai gardé des contacts. Je connais le gars qui a installé la moitié des systèmes de vidéo de ce quartier. On va commencer par ces images. Il est venu le lendemain, un jeudi, avec 2 cafés et un ordinateur portable sous le bras. Il a posé tout ça sur ma table de cuisine, à côté de la corbeille à ouvrage et des bobines de fil. Lucas dormait encore. « Mon contact m'a sorti les 3 dernières semaines, a-t-il dit en branchant une clé USB. Il a fallu insister, mais il me devait un service.
C'est légal au moins? C'est une zone grise. Il a eu un demi-sourire fatigué. Mais on ne va pas l'utiliser devant un juge tout de suite. Pour l'instant, on regarde, on comprend. Après, on fera les choses proprement. Sur l'écran, une grille de date et d'heure est apparue, en noir et blanc. Par quoi on commence? A demandé Bernard. Le matin où elle est partie. Mardi. Il a cliqué. L'image a sauté, puis une vidéo granuleuse est apparue. L'entrée de l'immeuble de la rue de l'Épeule, la porte vitrée, le hall avec les boîtes aux lettres, l'escalier qui montait à droite. L'horodatage en haut indiquait le mardi, 8h12. Pendant un long moment, rien. Le hall vide, immobile, dans cette lumière blafarde du petit matin. Puis, à 8h14, une silhouette est descendue de l'escalier. Camille. Je l'ai reconnue tout de suite, à sa façon de tenir la tête, à son manteau. Elle tirait une grosse valise. Derrière elle, un homme. Casquette, blouson sombre, col remonté. Il portait l'autre valise et un grand sac, sans effort, comme un homme habitué à porter des charges. Là, a soufflé Bernard. J'ai posé ma tasse, la main tremblante. L'homme a traversé le hall. Il marchait droit, d'un pas souple et sûr, les épaules larges. Aucune boiterie, rien. Je ne le reconnaissais pas. Mais sa façon de poser la main au bas du dos de Camille, de pousser la porte pour la laisser passer, de se pencher vers son oreille pour lui dire quelque chose qui la fait rire, cette familiarité-là, elle m'a noué le ventre. « Tu le reconnais » a demandé Bernard, très bas. « Non. » J'ai scruté l'écran. Mais regarde comment il la touche. Ce n'est pas un déménageur, ce n'est pas un ami. Non, a confirmé Bernard, la mâchoire serrée. Ça, ce n'est pas de l'amitié. Il a noté l'heure, agrandi l'image sur le visage de l'homme. La casquette et le grain de l'image cachaient l'essentiel, mais on devinait un homme jeune, la quarantaine peut-être, le menton volontaire. On le retrouvera celui-là, a dit Bernard. Maintenant, Madame Da Silva parlait d'un autre homme, celui de la nuit. Il a ouvert d'autres dates et avancé l'image jusqu'aux heures creuses. Et là, ce que nous avons trouvé m'a glacé le sang. Un autre homme, tout différent. Il arrivait toujours de nuit, entre 1 et 3 heures du matin. Il sortait une clé de sa poche, ouvrait, montait. Il restait, et il repartait avant l'aube. Une fois par semaine, parfois 2. Depuis des semaines, depuis des mois peut-être. Et c'est sa façon de marcher qui m'a coupé le souffle. Le pied droit avançait normalement, talon, pointe, souple. Mais le gauche traînait un peu, sans se lever complètement du sol. Et quand son poids passait sur ce côté, tout son corps compensait. L'épaule gauche descendait. Le buste s'inclinait à peine d'1 degré ou 2. L'espace d'une demi-seconde, à chaque pas, ce déhanchement inimitable. « Mon Dieu !» ai-je murmuré. « Repasse !» ai-je dit. Bernard a repassé. 3 fois. 4. À chaque fois, la même chose. La jambe gauche qui traîne, l'épaule qui tombe, le corps qui compense. Et, comme l'avait dit Madame Da Silva, l'homme baissait la tête en passant sous la caméra. Mais une seconde avant, dans un reflet de la porte vitrée, j'ai cru voir une mâchoire, un profil. Mon ventre s'est noué. Cette démarche, me suis-je entendu dire, d'une voix qui ne semblait pas la mienne, je l'ai vu traverser mon salon, Lucas sur les épaules. Après son accident, Julien marchait exactement comme ça. La jambe gauche, la hanche. Les médecins avaient omis des broches. Il n'a plus jamais marché droit. Bernard a figé l'image. Donc 2 hommes, Hélène. Un de jour, un de nuit. Celui qui boite et celui qui ne boite pas. Il a parlé lentement. Celui de la nuit, avec sa clé, qui se cache. Et celui du matin, qui part en riant avec ta fille et toutes les valises. J'ai fixé l'écran, cette silhouette figée à mi-chemin de l'escalier, le pied gauche qui ne décolle pas tout à fait de la marche, le poids qui bascule mal, en anticipant le mauvais appui. C'était la démarche de mon gendre. J'ai été gendarme pendant 30 ans, a dit Bernard lentement. J'ai vu des centaines d'heures de vidéosurveillance. Et ça, il a pointé l'écran du doigt, ce n'est pas juste quelqu'un qui boite. C'est un schéma de marche très particulier.
le genre qu'on garde après une fracture précise du fémur et de la hanche. 2 personnes ne marchent jamais exactement de la même façon. Je suis resté sans voix. Bernard a remis l'image sur le plan le plus net de la démarche, l'a figée. Hélène. Si cet homme est Julien Vasseur, il a parlé doucement, avec précaution. Alors qu'est-ce que tu as enterré il y a 2 ans? La question est restée suspendue entre nous, dans la cuisine silencieuse, au-dessus du café qui refroidissait. Et je n'avais pas de réponse. Ce soir-là, Bernard est resté dîner. J'ai fait des œufs au plat que personne n'a vraiment mangé. Lucas, lui, a englouti ses coquillettes et s'est endormi tôt, épuisé d'avoir réclamé sa mère toute la journée. Et quand la maison a retrouvé son silence, j'ai senti monter en moi quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis longtemps. De la colère. Une colère pure, froide, nette. Pendant 2 ans, j'avais porté un deuil. Pendant 2 ans, ma fille avait fait semblant de pleurer un mort qui respirait quelque part dans cette ville. Pendant 2 ans, j'avais cousu jusqu'à m'abîmer les doigts pour donner 700 € par mois à une jeune veuve qui retrouvait son mari, la nuit, dans le lit conjugal. Bernard, ma voix était dure. Je veux comprendre. Tout. Il a sorti un bloc-notes jaune de sa poche, l'a posé entre nous et il a commencé à écrire. Bon, voilà comment on procède. Il a tracé un chiffre. 1. On suit Camille, dès qu'on la retrouve, et on suit l'homme qui boite. Où ils vont, qui ils voient, si Julien est vivant, c'est par eux qu'on remonte. Elle m'a regardé dans les yeux chaque mois, ai-je dit. Elle a pris cet argent sans ciller. Ça veut dire qu'elle est dans le coup. Ça veut dire qu'elle est au centre du coup. Il a écrit un 2. 2, les comptes. Tu donnes 700 € par mois depuis 2 ans. Où va cet argent? L'assurance vie de Julien? Où est-elle passée? On suit l'argent. On trouve les gens. Et 3? 3, on trouve où se cache Julien. Quelque part d'assez discret, pas trop loin. Il a une routine, ses visites de nuit le prouvent. On trouve la routine, on le trouve. Il a marqué un 4. Et 4, on enquête sur ce monsieur Delattre, l'homme qui t'a apporté le certificat de décès et l'urne. Si Julien a mis en scène sa mort, Delattre en faisait partie. Ce nom m'a retourné l'estomac. Monsieur Delattre, dans le salon de Camille, 2 ans plus tôt, ses chaussures cirées et son visage solennel, me disant que mon gendre avait brûlé au fond d'un ravin espagnol. Et je l'avais cru. Mot pour mot. Bernard. J'ai hésité. Qu'est-ce qu'on dit à Lucas? Il a levé les yeux, grave. Rien. On ne lui dit rien. Mais il réclame sa mère. Il a 2 ans et demi, il ne comprend pas. Justement. Sa voix s'est faite ferme. Les enfants ne gardent pas les secrets, Hélène. Si Lucas sait quoi que ce soit, Camille le saura. Et si Camille apprend qu'on remonte la piste, elle prévient Julien. Et ils s'évaporent. On les perdra. Et avec eux, toute chance de justice. Et tout l'argent. J'ai fermé les yeux. Le visage de Lucas est apparu. Sa faussette quand il rit. Sa façon de courir vers moi à petits pas. Il était innocent dans toute cette horreur. Il ne méritait pas d'être pris au milieu. D'accord, ai-je dit tout bas. On le tient à l'écart. Bien. Bernard a posé son stylo. Maintenant, la partie difficile, Hélène. Il faut que tu te demandes ce que tu cherches. La justice? La vengeance? La vérité? J'ai rouvert les yeux et je l'ai regardé. J'ai besoin de savoir pourquoi, ai-je dit. Pourquoi elle m'a laissé pleurer? Pourquoi elle a pris mon argent? Pourquoi elle a abandonné son fils sur mon palier comme un colis encombrant? Et qui est l'homme qui rentre chez elle, la nuit? C'est la bonne réponse, a dit Bernard. Parce qu'une fois qu'on commence, on ne revient pas en arrière. Tu auras tes réponses, Hélène, mais elles ne te plairont peut-être pas. J'ai pensé à Robert, sur son lit d'hôpital, qui me serrait la main et me disait « Veille sur les nôtres ». J'ai pensé à l'urne sur l'étagère de Camille, devant laquelle je l'avais vue pleurer. J'ai vécu 2 ans dans un mensonge, ai-je dit, la voix ferme. Il est temps que ça cesse. Bernard a hoché la tête. Il m'a posé une main sur l'épaule, large et chaude, comme celle de Robert autrefois. Alors, on commence demain. Mais avant de commencer par les vivants, il y avait les morts à interroger. Ou ce que je croyais être les morts.
Et cette nuit-là, je n'ai pensé qu'à une chose. Cette urne, dans l'appartement à moitié vidé de Camille. Elle était restée là, sur l'étagère. Je l'avais vue, le matin, en passant, sans m'y arrêter. Au milieu de tout ce qu'on avait emporté à la hâte, on avait laissé l'urne. On laisse derrière soi ce qui ne vaut rien. Et si Julien était vivant, alors que valait l'urne? Avant de te révéler ce que contenait cette urne, l'urne devant laquelle j'avais vu ma fille pleurer, l'urne que j'avais cru remplie des cendres de mon gendre pendant 2 longues années. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Laisse un commentaire. Écris simplement « Je suis là ». 3 mots. Dis-moi que tu n'es pas parti. Parce que ce qui vient maintenant est la partie la plus dure de toute cette histoire. C'est ici que les mensonges commencent enfin à s'ouvrir. Et garde bien à l'esprit que ce récit contient certains éléments romancés, ajoutés à des fins narratives et éducatives. Il n'est peut-être pas entièrement véridique. Si cela te dérange, tu peux arrêter la vidéo maintenant. Mais si tu veux savoir ce qui s'est réellement passé, reste avec moi. Le lendemain matin, Bernard et moi sommes retournés à l'appartement de Camille. J'avais laissé Lucas chez Madame Da Silva, qui s'était proposée avec une douceur qui m'avait fait monter les larmes aux yeux. « Allez, m'avait-elle dit, je m'occupe du petit. Vous, allez chercher la vérité. » Nous sommes montés. J'ai rouvert avec ma clé. L'appartement était tel que je l'avais laissé. Les tiroirs béants, la tasse froide, le silence. Et sur l'étagère du salon, à côté de la photo de mariage où Julien souriait en costume, l'urne de métal brossé. Bernard avait apporté un petit sac, un tournevis plat, des gants, une lampe. Il a enfilé une paire de gants, en latex, et m'en a tendu une autre. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» m'a-t-il demandé. J'ai regardé l'urne. J'ai besoin de savoir. J'ai pris l'urne dans mes mains. Elle était plus lourde que dans mon souvenir, lourde et froide. Je me suis souvenu de Camille la serrant contre elle, à l'enterrement, au cimetière de la Fraternité, posant ses paumes sur le métal et murmurant le nom de Julien sous la pluie fine. Et maintenant, j'allais l'ouvrir de force. Je l'ai posé sur la table basse. Pendant un instant, ni l'un ni l'autre n'a bougé. Nous l'avons seulement regardé. Le couvercle est scellé au silicone, a dit Bernard en examinant la jointure. C'est la norme, pour que l'humidité n'entre pas. Il va falloir faire levier doucement. Il a glissé la pointe du tournevis dans la rainure. J'ai entendu un petit craquement, le seau qui cédait. Puis un autre. Bernard a fait le tour du bord, lentement, desserrant le couvercle millimètre par millimètre. Presque. Le couvercle s'est détaché. Bernard l'a soulevé, l'a posé de côté. Nous nous sommes penchés tous les deux. L'urne n'était pas vide. Mais elle n'était pas remplie de cendres non plus. À l'intérieur, il y avait un sac plastique transparent, fermé en haut par un lien. Il était rempli d'une poudre grise, fine, presque douce. Mais ça n'avait pas la bonne couleur, ça n'avait pas la bonne odeur. J'ai plongé la main, soulevé le sac avec précaution. Il était léger, trop léger. Et dessous, au fond de l'urne, il y avait des galets, des petits cailloux lisses de rivière, du genre qu'on achète en jardinerie. « Qu'est-ce que... » ai-je soufflé. Bernard a pris le sac, l'a ouvert, y a trempé un doigt, a frotté la poudre entre le pouce et l'index. Puis il l'a porté à son nez et a senti. « De la cendre de bois, a-t-il dit, d'une voix plate. D'une cheminée ou d'un poêle, ce ne sont pas des restes humains. Je l'ai regardé. Quoi ? Ce ne sont pas des cendres de crémation, Hélène, c'est juste de la cendre de bois brûlé. Et ces galets, il a montré le fond, ils sont là pour faire du poids, pour que ça pèse, pour qu'on croie qu'il y a quelque chose dedans. Mes jambes ont lâché. Je me suis laissé glisser sur le canapé de ma fille, le dos contre les coussins. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. « C'est faux », ai-je dit dans un murmure. « Tout est faux. » Bernard s'est agenouillé à côté de moi, le visage sombre. « Oui, tout est faux. » J'ai revu M. Delattre dans le salon, 2 ans plus tôt, solennel, respectueux. « Toutes mes condoléances, madame. Voici l'urne de votre gendre, envoyée directement du crématorium. » J'ai revu Camille serrant cette urne, pleurant dans ses mains, parlant à un mari qui n'était même pas mort. J'ai revu l'enterrement, sous la pluie, nous tous penchés sur un trou pour y descendre une boîte pleine de cendres de cheminée et de cailloux de rivière.
Elle a porté ça contre son cœur, ai-je dit, et ma voix s'est brisée. Elle a pleuré là-dessus pendant des mois, devant moi. Et c'était des galets, Bernard. Des galets et de la cendre de poêle. Bernard n'a rien dit. Il s'est assis près de moi, en silence. J'ai pris l'un des cailloux dans l'urne et je l'ai serré dans ma paume. Lisse, gris, ordinaire. Le genre de caillou qu'on ramasse au bord de l'eau pour le faire ricocher. Quel genre de personne fait ça? Ai-je demandé, la voix tremblante. Quel genre de femme laisse sa propre mère cousir jusqu'à s'abîmer les mains pour entretenir un mensonge pareil? Quel genre de mari laisse sa femme jouer la comédie de la veuve devant un sac de cendres? Bernard m'a serré l'épaule. Je ne sais pas, Hélène. Mais on va le découvrir. J'ai pensé à Camille petite, à ses tresses, à ses genoux écorchés, à la première fois où elle m'avait dit « Je t'aime, maman ». Cet enfant-là n'existait plus. Peut-être qu'elle n'existait plus depuis longtemps, bien avant cette mascarade. Maintenant, on a une preuve, a dit Bernard d'une voix posée. Il a désigné l'urne. Ça, c'est physique. C'est une pièce que personne ne pourra nier. Une fausse urne, de la cendre de bois, des cailloux. On l'emporte, on la met en sûreté. J'ai hoché la tête lentement, en m'essuyant le visage du dos de la main gantée. Il n'y a plus de doute, Hélène. Bernard m'a regardé droit dans les yeux. Ton gendre n'est pas mort. Il a simulé sa mort. Et on va le retrouver. Je me suis relevé, les jambes tremblantes, mais le dos droit. J'ai regardé l'urne une dernière fois, puis je me suis tourné vers Bernard. Allons-y, ai-je dit. Allons découvrir ce qu'il cache. Le lendemain, Bernard est arrivé avec un dossier sous le bras et le visage de quelqu'un qui n'a pas dormi. J'ai deux choses, Hélène. La première, le nom de l'homme du matin. Il a posé une photo sur la table. Une capture d'écran de la caméra, agrandie, retravaillée par son contact. L'homme à la casquette, dans le hall. Le visage était plus net maintenant. Et je l'ai reconnu. Je l'avais vu, des années plus tôt. Au mariage de Camille et Julien. Au barbecue d'été dans le jardin de derrière. Une fois, à un Noël, autour de ma table. Damien, ai-je murmuré. Damien Roussel. C'était le meilleur ami de Julien. Ils avaient monté une entreprise ensemble, du second œuvre, des chantiers. C'est Damien qui a conduit Julien à l'aéroport, quand il est parti en Espagne. Bernard a hoché la tête lentement. Le meilleur ami du défunt. Il a laissé le mot flotter. Qui sort d'un immeuble à 8 heures du matin avec la veuve et deux valises, la main au creux de son dos. Ce n'est pas une amitié, ça, ai-je dit, et ma propre voix m'a fait peur. Non. Il a sorti une seconde chemise. La deuxième chose, c'est l'argent. Et là, accroche-toi, parce que ça change tout. Il a étalé des relevés. Mon contact à la banque avait sorti, en zone grise encore, les mouvements du compte de Camille sur les 2 dernières années. Regarde ses dépenses, a dit Bernard, le doigt sur une colonne. Loyer, 620 €. Courses, électricité, eau, Internet. Disons 600 de plus. Avec les vêtements du petit, la crèche, les extras, tu arrives facilement à 1500, 1600 € par mois. J'ai fait le calcul dans ma tête. Elle ne travaille pas. Elle n'a jamais retravaillé depuis l'accident. Exactement. Pas d'employeur, pas de fiche de paie, rien. Il m'a regardé. Alors comment paye-t-elle tout ça avec tes 700 €? Justement, ai-je dit. C'est pour ça que mon argent comptait tant. C'est ce qu'elle me disait. Bernard a secoué la tête. C'est là le problème, Hélène. 700 €, ça ne couvre même pas la moitié. Il lui manquait près de 1000 € chaque mois. Pendant 2 ans. Il a fait défiler une autre page. Et pourtant, regarde. Une longue liste de versements, chacun surligné en jaune. Chaque mois, depuis 2 ans, Camille reçoit un virement. 1000 €. Comme une horloge. Toujours autour du 7. De qui? C'est ça qui est intéressant. Il a ouvert une autre page. Ça vient d'un compte professionnel. Pas de nom, juste un numéro. J'ai fait remonter mon contact. C'est une petite société écran, montée pour cacher la source. Mon estomac s'est retourné. Julien, probablement, ou quelqu'un qui travaille avec lui. Et le calendrier colle parfaitement. Camille commence à recevoir 1000 € par mois pile au moment où toi, tu commences à lui en donner 700.
Ses coordonnées. Je me suis adossé à ma chaise, les mains tremblantes. Donc mon argent ne servait même pas à faire vivre Lucas. Elle recevait déjà plus du double, par ailleurs. Exact. Tes 700 € pour elle, c'était de la petite monnaie. La voix de Bernard s'est faite très douce. Elle n'en avait pas besoin pour survivre, Hélène. Alors, pourquoi les prendre? Ma voix est montée toute seule. Pourquoi me faire coudre jusqu'au sang pendant 2 ans? Pourquoi me laisser pleurer? Pourquoi laisser sa mère parler à une photo de Robert en se disant qu'au moins, elle aidait sa fille? Bernard a posé sa main sur la mienne. Parce que cet argent n'a jamais été une question d'argent, Hélène. Le silence est tombé dans la cuisine. La phrase résonnait. Elle n'a jamais été une question d'argent. Réfléchis, a-t-il dit. Si elle recevait déjà tout ce qu'il lui fallait, à quoi servaient tes 700 €? À te tenir, à te garder dans l'histoire. Tant que tu donnais ton argent, tant que tu montais ces escaliers, tu croyais à la veuve, tu croyais au deuil. Tu ne posais pas de questions. Ton argent achetait ton silence et ta croyance. J'ai regardé les chiffres, ces lignes froides et jaunes, mois après mois, année après année. Et quelque chose s'est mis en place, comme un déclic glacé. Ce n'était pas pour Lucas, ai-je dit lentement. Ce n'était pas pour les dettes. C'était pour moi, pour que je ne voie rien. Voilà, a dit Bernard, grave. J'ai pensé à la froideur de Camille, chaque mois, quand elle prenait l'enveloppe sans un merci. Je croyais que c'était le chagrin. Ce n'était pas le chagrin. C'était du calcul. 1 000 € par mois pendant 2 ans, a continué Bernard. Ça fait 24 000. Plus tes 17 000. Et l'assurance vie de Julien? Combien? 150 000 €, ai-je dit dans un souffle. C'est ce que M. Delattre avait évoqué. Le capital décès. Le visage de Bernard est devenu de marbre. 150 000 d'assurance pour un mort qui n'est pas mort. Plus 24 000 de virements opaques. Plus tes 17 000. On parle de presque 200 000 €, Hélène. Il a refermé le dossier. La vraie question maintenant c'est, où va tout cet argent? Et où, exactement, se cache un homme qu'on croit mort, à 2 pas d'ici, depuis 2 ans? Je me suis levé, le dos droit malgré le tremblement de mes jambes. Damien le sait, ai-je dit. Il était au mariage. Il a conduit Julien à l'aéroport. Il sort de chez Camille au petit matin. S'il y a un fil à tirer, c'est lui. Alors on tire le fil. Bernard a refermé l'ordinateur. Mon contact m'a donné la plaque de la voiture du matin. Une vieille camionnette au nom de Damien Roussel. Et devine quoi? Il n'a pas quitté la région. Il est toujours là, dans son logement de Tourcoing. Il a eu un sourire dur. Ce qui veut dire que, pour une raison ou une autre, tout n'est pas encore fini pour lui. Et tant qu'il est là, ai-je dit, il nous mènera à Julien. Le jeudi soir, après que Madame Da Silva eut accepté de garder Lucas pour la nuit, Bernard est venu me chercher dans sa vieille berline. Nous nous sommes garés dans une rue de Tourcoing, à bonne distance de l'immeuble de Damien Roussel, sous un réverbère cassé qui nous noyait dans l'ombre. Bernard m'a tendu un thermos de café. Ça peut être long, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, les yeux rivés sur la porte de Damien. Je suis prête. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. À 22h17, Damien est sorti. Casquette, blouson sombre, et dans chaque main, un grand sac de course, si lourd que ses épaules s'affaissaient. Du pain, des boîtes de conserve, des bouteilles. Trop pour un homme seul. C'est lui, a soufflé Bernard en démarrant. Damien a jeté les sacs à l'arrière de sa camionnette et a démarré. Bernard a attendu 5 secondes, puis l'a suivi. Nous restions à 3 voitures, assez près pour ne pas le perdre, assez loin pour ne pas nous faire repérer. Damien a traversé Tourcoing, puis a pris la rocade en direction de la frontière belge. Les feux de la ville se sont espacés, puis ont disparu. Nous avons roulé une vingtaine de minutes vers une zone industrielle moribonde, le long du canal, là où s'alignent les carcasses des anciennes usines textiles qui ont fait la richesse du Nord, autrefois, et qui pourrissent aujourd'hui derrière des grillages rouillés. Des murs de briques noircies, des cheminées mortes contre le ciel, des fenêtres aux carreaux crevés. « C'est ici !» a murmuré Bernard en ralentissant. « Reste vigilante. » La camionnette de Damien a tourné dans une cour de gravier devant une ancienne filature, un grand bâtiment de 3 étages, briques rouges, baies murées de planches,
tags partout. Une seule ampoule nue pendait au-dessus d'une porte de fer. Damien s'est garé, a pris les 2 sacs et s'est dirigé vers cette porte. Bernard a coupé le moteur dans une ruelle latérale, à une 50aine de mètres. Nous avons regardé à travers le pare-brise. Damien a posé les sacs et a frappé à la porte métallique. 3 coups. Fort, doux, fort. Un code, a chuchoté Bernard. 10 secondes. 20. Puis la porte a grincé et s'est ouverte de l'intérieur. Un homme est apparu dans l'encadrement. Grand, maigre, les cheveux longs et négligés tombant sur les épaules. Une barbe fournie, plus sombre que dans mon souvenir. Un jean usé, un pull gris taché. Il avait l'air vieilli, fatigué. Mais la façon dont il s'est tenu, la manière dont il a reporté son poids sur la jambe droite, en ménageant la gauche, l'épaule basse, je la connaissais. J'ai attrapé les jumelles dans le vide-poche et je les ai portées à mes yeux. Mes mains tremblaient. Le visage de l'homme est entré dans la mise au point. Joues creusées, yeux enfoncés, une cicatrice au-dessus du sourcil gauche qui n'était pas là avant. Mais la forme de la mâchoire, la chute des épaules, ce geste de pencher la tête en parlant. « Mon Dieu !» ai-je soufflé. « C'est lui, c'est Julien, c'est le mari de ma fille. » Bernard s'est penché, les yeux plissés vers le pare-brise. « Tu es sûr ?»« Sûr. » Ma voix s'est brisée. « Il est vivant. Il est là. Il a vécu comme ça pendant 2 ans. » Julien s'est écarté et Damien a porté les sacs à l'intérieur. Ils sont restés un moment sur le seuil, à parler. Julien a ri, un rire grave, rauque, qui a traversé la cour vide. Il a donné une tape sur l'épaule de Damien. Puis ils ont disparu à l'intérieur et la porte s'est refermée. J'ai baissé les jumelles, le souffle court. Mon gendre, vivant, pas noyé dans un ravin d'Espagne, pas réduit en cendres dans un crématorium. Vivant, à 50 mètres de moi, en train de rire avec son meilleur ami, comme si rien ne s'était passé. Comme si Robert ne m'avait pas dit « veille sur les nôtres », sur son lit de mort, en croyant son gendre déjà parti. Comme si je n'avais pas porté 2 ans de deuil et cousu jusqu'au sang. Hélène. Bernard a posé une main ferme sur mon bras. « Ne bouge pas, pas encore. Il faut qu'on entende ce qu'ils disent. » J'ai serré les poings, les ongles dans la paume. Je veux... Je sais. Sa voix était dure mais calme. Mais si on entre maintenant, on perd tout. Il faut des preuves. Il faut savoir ce qu'il prépare et pourquoi il a fait ça. Nous sommes sortis de la voiture sans un bruit. Bernard a sorti de sa poche un petit dictaphone et une lampe minuscule dont il gardait le faisceau braqué vers le sol. Le gravier crissait sous nos pas. Nous avons contourné le bâtiment par le flanc, courbé, collé à l'ombre des murs. Bernard s'est arrêté près d'une fenêtre brisée, à hauteur d'homme, un trou denté où le verre avait sauté des années plus tôt. À l'intérieur, des voix, étouffées mais compréhensibles. Bernard a levé le dictaphone et a appuyé sur « Enregistrer ». Puis il m'a fait signe de ne pas bouger. Et nous avons écouté. « Le vieux a encore payé ce mois-ci ta belle-mère », disait Damien, sa voix claire à travers la vitre cassée. 700 balles, comme une horloge. Julien a eu ce rire grave et râpeux. « Bien, encore 1 mois et c'est fini. »« T'es sûr de vouloir rester planqué ici ?» a demandé Damien. « C'est un taudis, ce trou. Juste 1 mois de plus, » a répété Julien. Après, Camille me rejoint. On récupère tout et on part. Le Maroc peut-être, quelque part au chaud, une nouvelle identité, une nouvelle vie, loin de tout ça. « Et le petit ?» a demandé Damien après un silence. « Lucas ? Camille s'en occupe, » a dit Julien. « Elle l'a laissé chez sa mère. La vieille en raffole. Elle l'élèvera bien mieux que nous, là où on va. Un gosse, ça complique tout, pour des gens comme nous. » Le froid de la nuit n'était rien à côté de celui qui m'a envahi. La main de Bernard s'est resserrée sur mon épaule, me retenant. « T'es un sacré numéro, Mike, » a ri Damien. « Ton beau-père se casse le dos à payer pour un mort. Ta belle-mère pleure devant une boîte de cailloux. Et toi, tu ris. »« C'est eux qui ont choisi d'y croire, » a dit Julien, d'une voix plate. « Je n'ai forcé personne. » J'ai senti la main de Bernard se crisper, me retenant.
J'avais les poings si serrés que mes ongles entamaient mes paumes. « Et le beau-père » a demandé Damien après un temps. « Robert, c'est ça? J'ai entendu dire qu'il était mort. » Il y a eu un long silence. J'ai retenu mon souffle. « Ouais » a fini par dire Julien, quelques mois après l'enterrement. « Le cœur. » Une pause. Je ne l'avais pas prévu, celui-là. Pas « je suis désolé ». Pas « j'aurais voulu lui parler ». Pas « il m'avait appris mon métier ». Juste « je ne l'avais pas prévu ». Ma poitrine s'est refermée comme un poing. Ma vue s'est brouillée. J'ai voulu hurler, défoncer cette porte. La poigne de Bernard s'est resserrée. « Pas encore », disait de ses yeux dans la pénombre. « Attends. » Julien a continué, la voix plus basse maintenant. « J'ai dû disparaître. Je devais beaucoup d'argent à des gens très dangereux. Des types qui ne plaisantent pas. S'ils m'avaient retrouvé, ils s'en seraient pris à ma famille, à Camille, à Lucas, à ses parents. La seule façon de tous les protéger, c'était de mourir. Donc tu te planques ici depuis 2 ans, a dit Damien. À peu près, Camille a tout géré de son côté. L'argent que la belle-mère, envoie, c'est de la petite monnaie. Camille touche 1000 par mois d'une autre source. Ça la fait vivre, elle et le petit, sans qu'on touche au capital. Quelle source ? A demandé Damien. Peu importe. La voix de Julien s'est faite tranchante. Le point, c'est que les 700 de la vieille ne représentent rien. C'est une assurance. Ça l'occupe. Ça l'empêche de poser des questions. Tant qu'elle paie, elle croit. Je ne pouvais plus respirer. Mes jambes me lâchaient. 2 ans. 24 enveloppes. Mes mains abîmées. Et pour lui, ce n'était rien. Juste un moyen de m'aveugler pendant qu'il attendait, dans cette ruine, son heure de s'enfuir. « Et après ce mois-ci » a demandé Damien. « Je file » a dit Julien. Camille me rejoint, on transfère tout et on disparaît. Probablement le Maroc, puis plus loin. Là où on ne pourra pas me retrouver. Et si ton beau-père, enfin ta belle-mère, finit par comprendre ? Julien est resté silencieux un instant, puis « Elle ne comprendra pas. Elle est trop occupée à materner le gosse, trop enfoncée dans son chagrin. Le temps qu'elle réalise que je suis parti, je serai intouchable. » Damien a ri. « T'es quelque chose, toi. Ton beau-père est mort en te croyant noyé. Et toi, t'es là, peinard. » Un autre silence, plus long. « Je ne voulais pas qu'il meure, » a dit Julien à voix basse. « Ça, ce n'était pas prévu. Mais oui, je vis avec. J'ai fait ce que je devais faire. Si ça fait de moi un salaud, alors d'accord, je suis un salaud. Mais je suis vivant, et c'est ça qui compte. » Les mains ont commencé à me trembler. Pas de peur, de rage. Bernard s'est penché et a soufflé. « Hélène, on a assez. On a tout. Partons. » Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais figé, les yeux fixés sur cette fenêtre brisée, à écouter mon gendre, l'homme à qui Robert avait appris son métier, justifier la mort de mon mari comme un imprévu de plus. Et là, 2 ans de deuil ont explosé en moi comme une bombe. « Hélène, non !» a murmuré Bernard en m'attrapant le bras. Mais j'étais déjà debout. J'avais déjà contourné le mur. Mes pas crissaient sur le gravier, mon cœur cognait, mes mains tremblaient, et je ne maîtrisais plus rien. Je suis arrivé devant la porte de fer et j'ai frappé. 3 coups, plus fort, plus rageur que le code de Damien. La porte s'est ouverte d'un coup. Damien était là, stupéfait, puis tétanisé. « Qu'est-ce que... » Je l'ai écarté et je suis entré. L'intérieur était plongé dans la pénombre, éclairé par une seule lampe de camping accrochée à un crochet rouillé. Ça sentait le bois humide et l'huile de moteur. Un sac de couchage dans un coin, des canettes vides par terre, un réchaud à gaz sur une caisse, et là, au milieu, mon gendre. Julien s'est retourné. Il est devenu blanc. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. « Hélène » a-t-il fini par souffler. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Nous nous regardions à travers 2 ans de mensonges. Il avait vieilli, maigri, les cheveux longs et emmêlés, la barbe en broussailles. Mais c'était lui, le gendre que j'avais aimé comme un fils, l'homme que nous avions enterré. Sauf que nous n'avions enterré que du bois brûlé, de la cendre et des cailloux de rivière. « Julien », ai-je dit, la voix tremblante.
Il a dégluti, esquissé un sourire. « Hélène, je peux expliquer. »« Expliquer ?» Ma voix a grimpé. « Tu veux expliquer ?»« Hélène, il fallait que je le fasse. Robert est mort, Julien. » Les mots sont tombés comme un coup. Son visage s'est décomposé. « Je sais. Damien vient de te le dire, à l'instant, » ai-je dit, et ma voix se brisait. « Tu l'as appris il y a 2 minutes. Tu ne savais même pas qu'il était mort. L'homme qui t'a appris ton métier, qui t'aimait comme son fils, est mort de chagrin 3 mois après ton faux enterrement. Et tu dis, je ne l'avais pas prévu. » Il a baissé les yeux, les mains tremblantes. Chaque soir, ai-je continué, glacial maintenant, il s'asseyait dans son atelier et il regardait l'établi où vous travailliez ensemble. Il ne parlait plus, il ne mangeait plus. Et un matin, son cœur a lâché. Devant son café, je l'ai trouvé par terre. Les larmes coulaient sur le visage de Julien. Mais je ne me suis pas arrêté. Et Camille, ai-je dit. Camille a joué la veuve devant moi pendant 2 ans. Elle a pleuré devant une urne pleine de cailloux. Elle a pris mon argent. Et tu sais ce qu'elle a fait il y a 3 jours? Elle a déposé ton fils chez moi en disant « juste 1 heure » et elle a disparu. Elle a abandonné Lucas comme on abandonne un sac trop lourd. Quoi? Julien a relevé la tête, le visage défait. Elle a laissé Lucas? Chez moi, il y a 3 jours. Il réclame sa mère chaque nuit. Mais il a regardé Damien, puis moi. Non, le plan, c'était qu'elle me rejoigne. Avec le petit, après. On devait... Vous avez tout entendu, ai-je dit, la voix dure. Vos plans, vos mensonges, on a tout enregistré. Le sang s'est retiré de son visage. Vous nous écoutiez? Chaque mot. Damien a fait un pas vers moi. Madame Mercier, peut-être qu'on devrait... Je me suis tourné vers lui. Toi, tu l'as aidé. Tu lui apportais à manger. Tu le couvrais. Et tu me regardais payer Camille chaque mois comme une idiote. Toi qui sortais de chez elle au petit matin. Damien a blêmi. Je voulais juste aider. Aider à détruire cette famille, ai-je craché. Bernard est apparu derrière moi, une main ferme sur mon épaule. Hélène, ça suffit. Je me suis dégagé et j'ai fait de nouveau face à Julien. J'ai donné 700 € par mois pendant 2 ans, ai-je dit. J'ai cousu jusqu'à ce que mes doigts saignent. Pourquoi? Pour que tu te caches dans ce trou en attendant de filer au Maroc. Il a ouvert la bouche. Hélène, vous ne comprenez pas? Je comprends parfaitement. Ma voix était devenue très calme, ce qui était pire que les cris. Le garçon que Robert aimait comme un fils est mort le jour où tu as simulé ta mort. Celui qui apprenait à tracer une coupe dans l'atelier le dimanche n'existe plus. Tu n'es qu'un étranger avec son visage. Hélène, je vous en prie. Il a fait un pas vers moi, les mains tendues. Je me suis détourné. Bernard m'attendait à la porte, grave, immobile. On a fini, ai-je dit. Hélène, attendez, a crié Julien dans mon dos. S'il vous plaît. Je me suis arrêté une fois et j'ai regardé en arrière. Il était seul, au milieu de sa ruine, les larmes coulant dans sa barbe, les mains tendues vers moi. Il ne reste plus rien à dire, ai-je murmuré. Et je suis sorti dans la nuit. L'air froid me brûlait la peau, mais il n'éteignait pas le feu dans ma poitrine. Le gravier crissait sous mes pas, scellant chaque mot que j'avais prononcé. Je n'ai pas regardé en arrière. Certaines portes, une fois ouvertes puis refermées, ne se franchissent jamais 2 fois. Derrière moi, l'ampoule nue bourdonnait faiblement au-dessus d'une vie qui ne m'appartenait plus. Bernard a conduit en silence pendant 20 minutes avant de parler. La rocade s'étirait devant nous, noire et vide. Les lumières du tableau de bord dessinaient des ombres sur son visage. « Il faut que je te dise quelque chose, Hélène. » Je l'ai regardé. Ses mains serraient le volant, la mâchoire crispée. « Quoi ?» Il a hésité, puis... « J'ai eu un fils. Il s'appelait Julien, lui aussi. » J'ai sursauté. Je ne le savais pas. En 40 ans, il n'en avait jamais parlé. « Peu de gens le savent, » a-t-il dit doucement. « Il est mort il y a 9 ans. Il avait 26 ans. » Ma poitrine s'est serrée. « Bernard, je suis désolé. Je n'avais aucune idée. » Il a hoché la tête,
les yeux rivés sur la route. C'est vieux, mais ce soir, en te voyant face à ton gendre, ça a tout remué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ai-je demandé avec précaution. Bernard a expiré longuement. Mon garçon avait des dettes, du jeu. Il était impulsif, généreux jusqu'à la bêtise. Il empruntait à n'importe qui, promettait n'importe quoi. J'ai épongé ses dettes plus d'une fois. Mais ça n'était jamais assez. J'écoutais. Un jour, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il devait de l'argent à des gens dangereux, qu'on le menaçait. Il lui fallait 10 000 euros. Vite. Tu les lui as donnés ? La mâchoire de Bernard s'est durcie. Je lui ai dit que je l'aiderais, mais que je voulais le voir d'abord, qu'on en parle, qu'on fasse un plan. Il a dit qu'il viendrait le lendemain. Sa voix a baissé. Il n'est jamais venu. J'ai senti un poids froid dans mon ventre. Et ensuite, on a retrouvé sa voiture dans le canal 2 jours plus tard. La police a dit accident. Il avait bu, perdu le contrôle. Il a secoué la tête. Mais le médecin légiste a trouvé des marques, sur les côtes, sur le visage. Des traces de défense. J'ai fermé les yeux. On l'a tué ? Oui. Et je n'ai jamais pu le prouver. Dossier classé, mort accidentelle. Et mon fils enterré. Voilà. Il a serré le volant plus fort. J'aurais dû lui donner l'argent le jour où il a appelé. Peut-être qu'il serait vivant. J'ai été gendarme 30 ans, Hélène. J'ai résolu des centaines d'affaires. Et je n'ai pas pu sauver mon propre fils. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit fermement. Ah non ? Sa voix était amère. Puis il s'est tu, et nous avons roulé un moment en silence, le poids de ses mots entre nous. C'est pour ça que tu m'aides, ai-je dit enfin, pour lui. Il m'a jeté un regard, puis a reporté les yeux sur la route. Oui, quand tu m'as parlé de Camille, de l'argent, des mensonges, je me suis revu, la même douleur, et je me suis dit que je n'avais pas pu sauver mon fils, mais que je pouvais peut-être t'aider, toi, à obtenir justice. Ma gorge s'est nouée. Merci, Bernard, pour tout. Il a hoché la tête. Tu es quelqu'un de bien, Hélène, et tu mérites des réponses. On a l'enregistrement, ai-je dit. La confession de Julien. Ça suffit. C'est un début, a-t-il dit. Mais il y a une chose que je ne comprends pas encore. Quoi ? Julien croit que Camille va le rejoindre. Il est persuadé de mener le jeu. Mais Camille est partie il y a 3 jours, avec Damien, en riant avec toutes les valises. Il a froncé les sourcils. Damien apporte des vivres à Julien pour qu'il reste sagement dans son trou. Mais si Camille est partie avec Damien, mon cœur s'est arrêté un instant. Alors c'est Julien qu'on trahit. C'est ce qu'il faut vérifier. La voix de Bernard était sombre. Parce que si Camille et Damien préparent autre chose, alors cette histoire est encore plus laide qu'on ne le pense. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les mots de Bernard tournaient en boucle. Si Camille est partie avec Damien, alors c'est Julien qu'on trahit. À l'aube, quand la lumière grise s'est glissée par les rideaux de ma cuisine, j'avais déjà pris ma décision. Il fallait que je sache. Toute la vérité, jusqu'au bout. Bernard m'a appelé à 8 heures. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas fermé l'œil non plus. « Hélène, il faut que tu viennes. J'ai trouvé quelque chose, et ça ne va pas te plaire. » 20 minutes plus tard, j'étais assise à sa table de cuisine. Son ordinateur portable était ouvert entre nous. Et autour, des feuilles imprimées, des relevés, des tasses de café vides. Il avait les yeux rouges. « Tu as dormi ?» ai-je demandé. Il a secoué la tête. « Non. Après t'avoir déposé, je suis retourné là-bas, seul. Je voulais voir si Damien revenait à la filature. » Il a fait pivoter l'écran vers moi. « Regarde. » La première photo montrait Camille devant un café, le comptoir de l'Épeule, à 2 rues de chez elle. Manteau noir, cheveux relevés. La deuxième montrait Damien qui s'approchait. Il s'enlaçait. Ce n'était pas une étreinte amicale. C'était long, intime. La troisième m'a fait monter quelque chose de froid dans la gorge. Ils s'embrassaient, là, sur le trottoir, sous un réverbère. « Mon Dieu !» ai-je murmuré. Bernard a fait défiler. Camille et Damien montant dans une voiture. Puis la voiture garée devant un petit hôtel en périphérie, près de l'autoroute. Puis eux deux qui entraient,
le bras de Damien autour de sa taille. Je me suis reculé, les mains tremblantes. Elle a une liaison avec Damien. C'est pire que ça, a dit Bernard, sombre. Il a fermé le dossier de photos et ouvert une messagerie. Cette nuit, j'ai réussi à accéder au message de Damien. Comment? De vieilles méthodes. J'ai des contacts, des gens qui me doivent des services. Il a ouvert un fil de conversation. Regarde ça. Je me suis penché. Le message le plus récent datait de 12 jours. De Camille à Damien. Encore 2 mois, mon amour. Après, on prend tout et on disparaît. Julien ne saura jamais ce qui lui est tombé dessus. Je t'aime. Bientôt on sera enfin libre. Plus besoin de faire semblant. Je l'ai relu. 1 fois, 2 fois. Ma poitrine s'est refermée. Encore 2 mois, ai-je dit lentement. Mais les billets... Lis le suivant. Bernard a ouvert un message de Damien, daté d'1 semaine plus tôt. De Damien à Camille. J'ai parlé au type des Caïmans. Le compte est prêt. Dès qu'on a tout regroupé, on vire la totalité et on ferme. Julien ne pourra rien retracer. Je t'aime aussi. J'en peux plus de cette filature pourrie et de jouer les nounous avec lui. Les Caïmans, ai-je chuchoté. Un compte offshore aux îles Caïmans, a dit Bernard. Impossible à retracer. C'est là que va l'argent. L'assurance vie, ce qu'ils t'ont soutiré, ce que Julien a accumulé. Tout. Je fixai l'écran, l'esprit affolé. Elle a tout planifié depuis le début. Elle ne ment pas seulement à moi. Elle ment aussi à Julien. Exactement, a dit Bernard. Julien croit qu'il dirige tout. Il croit mener le jeu. Mais Camille et Damien se servent de lui. Ils l'utilisent pour rassembler l'argent et ensuite ils le laisseront tomber et fileront. J'ai pensé à la froideur de Camille chaque fois qu'elle prenait mon enveloppe. Elle ne souriait jamais, ne remerciait jamais. Je croyais que c'était le deuil. Ce n'était pas le deuil, c'était du calcul. J'ai fait défiler les autres messages. Il y en avait des dizaines. Des mois de préparation. Des dates de virement, des numéros de compte, des heures de vol. Et puis, glacé, j'ai vu une réservation jointe. Bernard, regarde les billets. Il s'est penché. 2 billets d'avion. Vol AF 718. Paris-Charles de Gaulle vers Georgetown, Grand Caïman. Date, lundi prochain. Départ Elven-aux-Fives. 2 passagers. Camille Vasseur. Damien Roussel. 3 jours, ai-je dit. Dans 3 jours. Allez simple, a confirmé Bernard. Pas de retour et 2 billets seulement. J'ai relu la liste des passagers. 2 noms. Pas de Lucas. Pas de Julien. Elle abandonne Lucas, ai-je dit dans un souffle. Elle va abandonner son propre fils. Bernard a hoché la tête. C'est ce que ça veut dire. Pas une seule fois Lucas n'apparaît dans ses messages. Pas de passeport demandé pour lui. Pas de billet. Elle le laisse. Je me suis senti mal. Lucas, 2 ans et demi, qui dormait en ce moment même dans la petite chambre que j'avais aménagée chez moi. Son lapin en peluche serré contre lui. Pour eux, il n'était qu'une pièce de plus. Un outil dont on se sert et qu'on jette. Tu peux le garder 1 heure, maman? Alors récapitulons, ai-je dit, la voix dure. Julien croit qu'il va partir au Maroc avec Camille et l'argent. Camille et Damien, eux, comptent tout prendre et s'envoler au Caïman sans lui. Et Lucas, on l'abandonne. C'est exactement ça, a dit Bernard. Combien? Ai-je demandé. Combien y a-t-il sur ce compte? Bernard a ouvert un tableau, des flèches reliant des cases pleines de chiffres. L'assurance vie de la fausse mort, 150 000 €. Ce qu'ils t'ont soutiré, plus ce que Julien a accumulé de son côté. Il a pointé la dernière case. Plus de 200 000 € au total. Tout est déjà parti vers les Caïmans il y a 4 jours. Le lendemain du jour où Camille a déposé Lucas chez toi. J'ai regardé le chiffre jusqu'à ce que les zéros se brouillent. 200 000 €. Et pendant ce temps, je raccommodais des ourlets pour 15 €, les doigts en feu, pour lui donner 700 € par mois, qui n'avaient jamais servi à rien d'autre qu'à m'acheter, moi. Mon silence, ma croyance. On peut le récupérer? Ai-je demandé. Bernard a secoué la tête. Pas facile. Les comptes offshore sont faits pour ne laisser aucune trace. Une fois là-bas, c'est presque impossible. Il a marqué une pause.
Presque, à moins de les arrêter avant qu'ils y accèdent. Je me suis levé, les jambes tremblantes mais fermes. Alors, on les arrête. Je n'aurais jamais cru retourner dans cette filature. La dernière fois, j'en étais sorti en disant à mon gendre qu'il n'était qu'un étranger avec son visage. Et je le pensais. Mais tout avait changé. Julien devait savoir la vérité. Il méritait, lui aussi, de savoir qu'on le trahissait. Bernard et moi y sommes retournés le lendemain après-midi. Le ciel était bas, lourd de pluie retenue. Nous avons à peine parlé sur la route. Nous savions tous les deux que cette conversation allait être terrible. Devant la porte rouillée, je suis resté un instant dans la voiture à fixer le métal cabossé. « Prête » a demandé Bernard. J'ai hoché la tête. Nous avons marché jusqu'à l'entrée. J'ai frappé 3 coups, ferme. Après un moment, la porte a grincé. Julien est apparu, pâle, méfiant. Quand il m'a reconnu, son visage s'est décomposé. « Hélène, je croyais que tu ne reviendrais jamais. Il faut qu'on parle, Julien. De Camille. » Son expression a changé. Surprise, puis fatigue. « Qu'est-ce qu'elle a, Camille ?» Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant lui et je suis entré. Bernard m'a suivi avec l'ordinateur. Julien a refermé la porte et s'est tourné vers nous, déstabilisé. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai sorti mon téléphone, ouvert la galerie et je le lui ai tendu sans un mot. Julien a regardé l'écran. Il est devenu blanc. La première photo. Camille et Damien enlacés devant le café. La deuxième, le baiser sous le réverbère. La troisième, eux deux entrant dans l'hôtel, le bras de Damien autour de sa taille. « Non, » a-t-il murmuré. « Non, ce n'est pas réel. »« C'est réel, » ai-je dit sèchement. « Ça dure depuis des mois, peut-être plus. » Julien fixait les photos, les mains tremblantes. « Damien, mon meilleur ami, mon associé. »« Ton meilleur ami ?» ai-je répété. « Et ta femme ?» Il a levé les yeux vers moi, le regard noyé. « Quand est-ce que ces photos ont été prises ?»« Cette semaine, » a dit Bernard. « On les suit tous les deux depuis plusieurs jours. » J'ai repris le téléphone et je lui en ai montré d'autres. Camille et Damien dans la voiture, riant. Damien lui caressant la joue à un feu rouge. Chaque image était un couteau qui s'enfonçait plus profond. Julien s'est effondré sur une chaise pliante, la tête dans les mains. « Je ne comprends pas. » Bernard a ouvert l'ordinateur et l'a posé sur une caisse. Il y a plus. Il a affiché le fil de messages entre Camille et Damien. Julien s'est penché et a lu. « Encore 2 mois, mon amour. Après, on prend tout et on disparaît. » Julien ne saura jamais ce qui lui est tombé dessus. Son visage s'est défait. Elle compte me laisser. Elle compte tout prendre et fuir. Avec Damien, a dit Bernard. Et sans toi. Puis il a ouvert le relevé. « Oh, regarde ça !» Julien a fixé le flux d'argent. De ton assurance vie, de ce qu'ils ont soutiré à Hélène, de ce que tu as mis de côté. Plus de 200 000 €. Sur un compte aux îles Caïmans, au nom de Camille et de Damien. « Je n'ai jamais vu ce compte, » a chuchoté Julien. « Le nôtre était au Luxembourg. Elle gérait les virements. Je lui faisais... » Il s'est arrêté. « Je lui faisais confiance. 700 € par mois, ai-je dit, glacial. Pendant 2 ans, je me suis usé les doigts à recoudre des vêtements pour des inconnus. À 68 ans, et elle a empoché chaque centime. Et Robert ? » Ma voix s'est brisée. Robert est mort de chagrin 3 mois après ton faux enterrement. Il t'aimait comme le fils qu'il n'avait pas eu. Tu le savais, ça ? Julien a fermé les yeux. Des larmes coulaient. Je ne voulais pas qu'il meure. Je ne l'avais pas prévu. Tu ne l'avais pas prévu, ai-je répété, et le mépris dans ma propre voix m'a surprise. C'est exactement ce que tu as dit à Damien, l'autre soir, mot pour mot. Il a levé la tête d'un coup. Vous m'avez entendu, chaque mot. On a tout enregistré. Bernard a sorti l'itinéraire de vol. Ils partent lundi, 11h05. Paris-Charles de Gaulle vers Grand Caïman. Aller simple. Julien a regardé l'écran. Seulement 2 billets. Seulement 2, a confirmé Bernard. Camille et Damien. Pas toi, Julien. Et pas Lucas.
Julien a relevé la tête brusquement. Lucas. Elle laisse Lucas? Elle nous abandonne tous, ai-je dit. Toi, Lucas, moi. Elle s'est servie de nous tous. Julien s'est levé, les poings serrés. Ce n'est pas possible. Elle ne ferait pas ça. C'est sa mère, c'est notre fils. Regarde les preuves, a dit Bernard. Aucune demande de passeport pour Lucas. Aucun billet. Il n'apparaît pas une seule fois dans ses messages. Elle le laisse derrière elle comme un meuble. Les jambes de Julien ont cédé. Il s'est laissé retomber sur la chaise, le visage dans les mains. J'ai tout détruit. Sa voix n'était qu'un filet. Robert est mort à cause de moi. Vous avez souffert à cause de moi. Et pourquoi? Pour une femme qui se servait de moi depuis le début. J'ai regardé cet homme brisé, en larmes, perdu. Une partie de moi voulait repartir, le laisser là, dans cette ruine immonde, avec sa culpabilité et ses mensonges. Mais une autre partie se souvenait du jeune homme qui avait porté Lucas sur ses épaules dans le jardin de Robert, qui riait à table, qui appelait mon mari « Papa ». Je ne peux pas te pardonner ce que tu as fait à Robert, ai-je dit doucement. Je ne peux pas pardonner les mensonges, la fausse mort, les 2 années que tu nous as volées. Julien a levé les yeux, les larmes ruisselant. Mais en ce moment, ai-je continué, nous avons un ennemi commun. Il s'est essuyé le visage du revers de la main. Qu'est-ce que tu veux dire? Camille et Damien vont prendre cet argent et disparaître. Ils vont te laisser porter le chapeau. Ils vont abandonner Lucas. Et si on ne les arrête pas, ils s'en tireront. Julien m'a regardé. Qu'est-ce que tu proposes? Bernard a fait un pas en avant. Lundi matin, on va voir la police judiciaire. On présente toutes les preuves, ton témoignage, l'enregistrement, les relevés financiers. Et on les fait arrêter, Camille et Damien, avant qu'ils montent dans cet avion. Mais on a besoin de ta coopération, de ta confession, de ta volonté de témoigner contre eux. Julien est resté silencieux un long moment. Puis il a regardé Bernard, et ensuite moi. Je le ferai, tout ce qu'il faudra. Sa voix s'est brisée. Pour Lucas, au moins ça, au moins lui, je peux encore le protéger. J'ai regardé mon gendre, cet étranger qui portait le visage de l'homme que ma fille avait épousé. Et pour la première fois en 3 jours, j'ai vu quelque chose de familier. Du remords, de la honte, et peut-être seulement, une chance de réparer. Alors on les arrête, ai-je dit. Avant de te raconter comment tout cela s'est terminé, à l'aéroport, j'ai besoin que tu fasses une chose. Commente, juste en dessous, je suis là. 3 mots. Dis-moi que tu ne m'as pas quitté, parce que ce qui vient maintenant, c'est le moment où tout a basculé. Et rappelle-toi, certains détails de cette histoire ont été romancés pour la clarté du récit. Mais la leçon, elle, est bien réelle. Lundi matin, 6 heures. Bernard, Julien et moi étions dans la voiture de Bernard, garée devant le hall des départs de Roissy-Charles de Gaulle. C'était ça, le moment où tout se réglerait, ou s'effondrerait. Le parking était à moitié vide, le ciel encore noir. Quelque part dans le terminal, le commandant Royer et son équipe attendaient, en civil, fondus dans la foule. La veille, nous avions tout déposé pendant des heures à la police judiciaire de Lille, avec l'avocate de Julien, maître Nora Benali. Les enregistrements, les photos, les messages, les relevés, le témoignage de Julien. Le commandant Royer avait jugé qu'il y avait assez d'éléments pour interpeller. Il ne restait plus qu'à attendre. Bernard buvait son café à petites gorgées. Julien était à l'arrière, silencieux, les mains crispées sur ses genoux. Moi, je fixais l'entrée du terminal, le cœur battant. « Ça va ?» a demandé Bernard à voix basse. J'ai hoché la tête, sans savoir si c'était vrai. À 7h20, une berline grise s'est arrêtée devant la zone de dépose. Ma poitrine s'est serrée. « C'est eux », a dit Bernard. Camille est descendue côté conducteur. J'enfonçais, manteau noir, cheveux relevés en queue de cheval. Elle avait l'air calme, détendue, comme une femme qui part en vacances. Damien est sorti côté passager, en pull gris. Il a ouvert le coffre et en a tiré 2 grandes valises, neuves, chères. Il riait vraiment, comme si c'était un jour ordinaire. Je me suis senti mal. « Reste ici », a dit Bernard.
Laisse les policiers gérer. J'ai hoché la tête, mais mes mains tremblaient. Camille et Damien ont roulé leurs valises vers l'entrée, franchi les portes automatiques, disparu à l'intérieur. On y va, a dit Bernard. Nous sommes sortis de la voiture et les avons suivis à distance. À l'intérieur, le hall grouillait. Voyageurs pressés, adieux en larmes, annonces dans les haut-parleurs. Camille et Damien ont enregistré leurs valises au comptoir. Caché derrière un pilier, je les regardais. Camille a souri à l'hôtesse, l'a remerciée. Puis ils se sont dirigés vers les contrôles de sécurité. « Il passe », a chuchoté Julien à côté de moi. Je l'ai regardé. Il était livide, la mâchoire serrée. C'était la femme qui l'avait épousé, la mère de son fils, et elle s'apprêtait à tout abandonner pour celui qui avait été son meilleur ami. Camille et Damien sont arrivés à la file du contrôle. Ils ont posé leurs affaires sur le tapis, retiré leur ceinture, franchi le portique. Pas d'alarme, pas d'arrêt. Ils ont récupéré leurs effets et se sont engagés vers les portes d'embarquement. « Où est Royer ?» ai-je murmuré. « Attends !» a dit Bernard. Il les laisse s'approcher de la porte. Plus ils avancent, plus le dossier est solide. Nous les avons suivis de loin, slalomant dans la foule. Camille et Damien marchaient vers la porte K3-4, leur vol pour Grand Caïman. Ils y étaient presque. Et puis, à l'entrée de la zone d'embarquement, 2 hommes en costume ont fait un pas en avant. Le commandant Royer a brandi sa carte. « Camille Vasseur. Damien Roussel. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance et blanchiment. » Camille s'est figée. Le sourire a quitté son visage. « Quoi ? Il doit y avoir une erreur. »« Aucune erreur, » a dit Royer. « Tournez-vous. » Les mains derrière le dos. Damien a tenté de fuir. Il a pivoté et s'est élancé vers le couloir. Mais 2 gardiens de la paix en uniforme ont surgi derrière lui, lui coupant la route. Ils l'ont saisi par les bras et plaqué au sol. « Lâchez-moi » a hurlé Damien. Les yeux de Camille couraient en tous sens. Et puis elle m'a vu. Je suis sorti de la foule, Bernard et Julien à mes côtés. Elle est devenue blanche. « Maman, qu'est-ce que... Pourquoi ? » « C'est fini, Camille, » ai-je dit en m'approchant. « On sait tout. » Son visage est passé du choc à la peur, puis à la rage. « Vous n'avez aucune preuve. » Bernard a levé une clé USB. Relevé, message, virement vers les Caïmans, l'enregistrement de la confession de Julien. Tout est documenté. La bouche de Camille s'est ouverte, puis refermée d'un coup. Son regard a glissé sur moi et s'est planté sur Julien. Elle a reculé en titubant. « Julien, tu es là !» Julien a avancé, le visage dur. « Oui, surprise ?» Camille respirait vite. « Tu étais censé rester caché. »« Tais-toi, Camille !» a crié Damien depuis le sol, les policiers sur lui. Mais Camille paniquait déjà. C'était censé être simple. Maman paie, on récupère l'argent, on part. C'était le plan. Ton plan, Julien. Camille a réalisé ce qu'elle venait de dire. Son visage est devenu rouge, puis blême. « Vous venez d'avouer, » a dit Royer, sec, en sortant son calepin. « Association de malfaiteurs et escroquerie, devant témoins. » Il a fait signe aux agents. « Menotez là. » Un policier s'est avancé, lui a ramené les bras dans le dos, et les menottes ont claqué. « Ce n'est pas juste, » a glapi Camille. « Je n'ai rien fait. C'était l'idée de Julien. C'est lui qui a simulé sa mort. Moi, j'essayais juste de survivre. » Avec 200 000 € sur un compte offshore, a dit Bernard. Et 2 billets aller simples pour les Caïmans. Oui, ça ressemble beaucoup à de la survie. On a relevé Damien, menotté, désormais silencieux. Camille se débattait contre l'agent, les yeux affolés. « Et Lucas ?» lui ai-je demandé, en la regardant droit dans les yeux. « Tu m'as dit, juste 1 heure. Tu l'as déposé chez moi comme un colis qu'on dépose à la consigne. Tu allais l'abandonner, ton propre fils. » Le visage de Camille s'est tordu. « Tu ne comprends pas, j'allais l'appeler. Plus tard, Il a 2 ans et demi, ai-je dit. Il pleure pour sa maman toutes les nuits. Et toi, tu montais dans un avion. » Elle n'a rien répondu. Pour la première fois, elle n'a rien trouvé à dire. On les a emmenés. La foule regardait. Certains ont sorti leur téléphone pour filmer.
Cela m'était égal. C'était fini. Bernard a posé une main sur mon épaule. Tu as réussi, Hélène. J'ai regardé Julien. Il fixait l'endroit où s'était tenue Camille, le visage indéchiffrable. Puis il s'est tourné vers moi et le commandant Royer s'est approché de lui. « Monsieur Vasseur, vous venez avec nous aussi. Vous avez coopéré, et c'est noté, mais vous avez des comptes à rendre. » Julien a hoché la tête. « Je sais. » Il m'a regardé une dernière fois. « Prends soin de Lucas, s'il te plaît. »« Toujours, » ai-je dit. 3 mois plus tard, la salle d'audience du tribunal de Lille était comble. J'étais au premier rang, la petite main de Lucas serrée dans la mienne, Bernard à mes côtés. C'était le jour où, enfin, justice serait rendue. La présidente Lambert, une femme sévère d'une 60aine d'années, a parcouru les derniers documents. Camille et Damien étaient au banc des accusés, encadrés de leurs avocats, plus petits, vaincus. Julien se tenait à l'écart avec maître Benali. Il avait tout reconnu, témoigné contre les 2 autres. Monsieur Delattre, le faussaire, attendait au fond, menotté. Camille Vasseur a été reconnu coupable d'escroquerie en bande organisée, d'abus de confiance, de blanchiment et de délaissement de mineurs. 12 ans de réclusion et l'obligation de me restituer 60 000 €. Damien Roussel a écopé de 8 ans pour association de malfaiteurs, blanchiment et vol, avec responsabilité solidaire sur la restitution. Monsieur Delattre a reçu 5 ans pour faux et usage de faux. Julien Vasseur a été reconnu coupable de simulation de décès, d'escroquerie à l'assurance et de fraude à l'identité. Le tribunal a tenu compte de sa coopération et de ce que les preuves démontraient, qu'il avait lui aussi été manipulé. 10 ans, avec possibilité de libération conditionnelle, sans restitution. Il a hoché la tête, pâle, tremblant. « L'audience est levée », a dit la présidente. Dans le couloir, on emmenait Julien. Il s'est arrêté en me voyant et m'a demandé pardon, entre 2 larmes. Pour Robert, pour Lucas, pour moi. Je lui ai dit que je lui pardonnais, mais que pardonner n'efface pas les conséquences. Il purgerait sa peine. Garder la haine ne ramènerait pas Robert. Il m'a demandé si un jour je conduirais Lucas le voir. Peut-être, ai-je dit, quand il aurait fait son temps et prouvé qu'il avait changé. Il l'a accepté en silence. 1 mois plus tard, j'ai reçu le virement de 60 000 €. J'en ai mis 30 000 de côté pour Lucas, bloqué jusqu'à ses 18 ans, et le reste pour réparer la maison, le toit, l'électricité, ce que Robert aurait fait lui-même, et garder une épargne de précaution. Robert aurait approuvé. 2 semaines après, j'ai rouvert son atelier de menuiserie, fermé depuis sa mort. « Ton grand-père faisait ça », ai-je dit à Lucas en guidant ses petites mains sur l'établi. « Et un jour, cet atelier sera à toi. » Le dimanche, nous sommes allés au cimetière. J'ai posé des marguerites, les fleurs préférées de Robert, sur la pierre. « C'est fini », ai-je murmuré. « Justice est faite. Lucas est en sécurité. J'ai tenu ma promesse. » Lucas s'est agenouillé près de moi. « Mamie, papy, il nous regarde. »« Il est très fier de toi, » ai-je dit. « Et à toi, qui as écouté cette histoire jusqu'ici, retiens ceci. J'ai fait confiance trop vite. Je n'ai pas posé de questions. J'ai laissé le chagrin m'aveugler. Et j'ai souffert 2 ans pour cela. Si quelque chose te semble faux, creuse. Si le récit de quelqu'un ne tient pas, va voir. Protège ceux que tu aimes et surtout les plus petits, ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. N'attends pas qu'il soit trop tard. Pardonner ne veut pas dire oublier. J'ai pardonné à Julien, mais il a répondu de ses actes. Aime les tiens, sans laisser l'amour t'aveugler. Robert disait toujours, « Quand tu ne vois plus le chemin, fais confiance, la lumière revient. » Il avait raison. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi pour d'autres récits sur la vérité, la justice et la force de la famille. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Ton temps compte, et je te remercie de l'avoir passé ici. Une dernière chose. Les récits de cette chaîne peuvent contenir des éléments romancés à des fins narratives et éducatives. Si ce n'est pas pour toi, tu peux chercher autre chose. Mais si tu es venu pour de vraies leçons sur la vie, la foi et la résilience, alors sois le bienvenu.